à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une ancienne ministre qu'on a souvent présentée comme une femme loyale, fidèle à son gouvernement, mais dans l'émission à laquelle elle participe actuellement sur M6, tout est remis en jeu. Là-bas, la confiance n'existe plus, la trahison est partout, et notre invité, il faut le dire, s'y est prêté avec un certain talent. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors évidemment, nos débats seront un peu plus calmes que ceux qu'on a pu avoir sur un autre plateau, n'est-ce pas? On va rassurer tout le monde, hein. Je rappelle que vous faites partie des traîtres, hein. Donc l'émission diffuse actuellement sur M6, on en est déjà à la 5e saison. On va rappeler un peu le concept, c'est une émission au cours de laquelle des personnalités cohabitent dans un château, certains sont loyaux, d'autres traîtres, et l'idée c'est de démasquer les traîtres. Est-ce que vous avez pris un certain goût pour le mensonge? Un goût pour le mensonge, non, pas particulièrement, mais un goût pour déjouer la manipulation. J'avoue qu'en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Dans la vie réelle, je ne vais pas vous dire, mais tu vois bien qu'elle est en train de te manipuler, pardon, sans offense personnelle. Ce qui est totalement vrai, bien évidemment. Voilà, alors que là, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les techniques de manipulation. Et ça, ouais, c'était assez plaisant de les déjouer. Et c'était surtout plaisant quand je ne me trompais pas. Ouais. Et est-ce que les traîtres, c'est ni plus ni moins le monde de l'univers politique transposé à la télé dans une émission de divertissement? Très sincèrement, il y a des points communs. D'ailleurs, j'ai un ami qui dit souvent, quand on a fait de la politique, le principal talent qu'on a développé, c'est que si on rentre dans une pièce, on sait tout de suite qui est le traître. Et c'est vrai qu'on a développé une intuition, mais parce qu'on développe aussi une forme de paranoïa. Et les traîtres, comme la vie politique, ça ne fait pas appel à vos plus beaux instincts, en réalité. Si on veut développer des relations amicales ou sympathiques avec les gens, le mieux, c'est quand même pas être dans la paranoïa, la trahison, la manipulation, le fait de s'observer. Là, ça biaise un petit peu les relations. Après, en politique, moi, je défends les gens qui font de la politique et qui s'engagent. Je pense que quand on s'engage en politique, c'est parce qu'on a une vision de la société, qu'on veut défendre des convictions. Et là, dans les traîtres, c'est juste pour le jeu. Mais quand on a de l'ambition et qu'on veut atteindre un certain niveau en politique, malgré tout, est-ce que la trahison est obligatoire, très clairement? Je ne pense pas que la trahison soit obligatoire. Et je pense qu'il y a des gens qui arrivent sans trahir, mais je pense qu'on met un peu rapidement le label de traître sur les hommes politiques, même quand il ne s'agit pas de trahison. Regardez, quand moi j'accompagnais Emmanuel Macron dès le début, quand il était ministre de l'économie de François Hollande, et certains disaient qu'il a trahi François Hollande. Moi, je n'ai jamais perçu comme ça. François Hollande avait dit, pardon, je fais un peu de politique. François Hollande avait dit qu'il ne se représenterait pas si la courbe du chômage n'était pas inversée. Il n'a pas réussi à l'inverser, il ne s'est pas représenté. Et donc, à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron avait le champ libre pour incarner quelque chose. Il avait des convictions différentes de celles de François Hollande. Et tant qu'on le fait pour des convictions et qu'on dit moi je ne suis pas d'accord et j'ai envie de proposer mes convictions, je crois que c'est ça aussi la démocratie, c'est le débat, le désaccord. Et finalement, le peuple tranche par l'élection. Et c'est vrai que dans les traîtres, le mensonge est une institution quelque part. Est-ce que vous, dans la vie, vous mentez? À quelle fréquence vous mentez au quotidien? Il y a des mensonges, des petits mensonges qu'on fait tous et des gros mensonges. Alors honnêtement, autant je pense que je sais très bien manier la langue de bois, je ne sais pas du tout mentir. C'est horrible. Quand je joue aux cartes avec mon mari, je pioche, on joue au rami. Il me fait « t'as pioché un joker ». Je dis « comment tu sais ?» Il me dit « ta tête ». J'ai vraiment du mal à rentrer dans le mensonge. Je rigole moi-même. Voilà, j'ai du mal à être poker face. Ça aurait été compliqué pour vous d'être traître alors finalement? C'est-à-dire que vous auriez eu du mal à garder ce secret pour vous? J'avais pas envie d'être traître, j'avais envie de montrer justement aussi que les gens qui font de la politique peuvent être loyaux, honnêtes. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans la vie. Je suis très loyale en amitié, j'ai les mêmes amis depuis très longtemps. Voilà, c'est quelque chose de fort. Pour moi, j'aurais eu du mal à être traître, à incarner ce rôle du traître et à mentir à tout le monde. On va en parler justement de vos amis, puisque vous avez participé à cette émission en compagnie de votre meilleure amie, Anaïs, qui a malheureusement été éliminée prématurément. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec Karine Le Marchand qui a été décorée par Rachida Dati. Et oui, c'était lundi soir au ministère de la Culture. L'animatrice de L'amour est dans le pré a reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il y avait du beau monde. Il y avait tout d'abord sa famille, sa fille Alia, sa maman, mais aussi ses fidèles amis, les animatrices Véronique Aloubry, Estelle Denis et des personnalités du groupe M6 comme Éric Antoine et Jennifer Demey. Et puis bien sûr, Gérald Darmanin qu'elle a reçu il y a pas très longtemps dans Une ambition intime et avec qui elle est proche. Recevoir ça de tes mains, Rachida, est pour moi un symbole puissant, car tu le sais, je te le dis, j'admire la femme que tu es. C'est ce qu'a déclaré Karine Le Marchand lors de son discours. Nos chemins se rejoignent sur bien des points quand on vient de province, sans aucun piston, sans les codes parisiens, pas les bons cheveux ni les bons habits. Ça rapproche. Voilà ce qu'a déclaré Karine Le Marchand.
Alors Marlène, vous avez également reçu la Légion d'honneur fin juin, je crois, devant un parterre de ça. Il y avait Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, Cyril Hanouna également était là, on en parlera un peu plus tard dans cette émission, les patrons de Canal, dont Gérald Brizviret. C'est vrai que la photo a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux, on la voit, elle s'affiche. Est-ce que ces critiques vous ont atteinte à un moment donné ? Non, mais vous savez, il y avait, je crois, 200 personnes, il y avait aussi beaucoup de ministres, de parlementaires, il y avait ma famille. Et en fait, la photo qui a été reprise par les médias, c'est celle-ci, et que j'assume parfaitement. Je suis très heureuse que chaque personne qui a eu la gentillesse de passer sa soirée à ma cérémonie de Légion d'honneur soit présente. Mais je pense qu'il y a peut-être parfois un malentendu sur les motifs de décoration. Moi, j'ai vu effectivement des gens dire « Ah bah pourquoi la Légion d'honneur, c'est pas mérité, etc. » En fait, j'ai été ministre pendant quasiment 7 ans. J'étais présidente d'associations bénévoles pendant 10 ans. Vous avez fait passer des textes importants aussi. Exactement, j'ai porté la loi contre le harcèlement de rue, contre le cyberharcèlement d'ailleurs. J'ai allongé le délai de prescription sur les viols. J'ai porté des politiques publiques, interdit les certificats de virginité, formé les policiers. Bon, mon bilan ne démérite pas, j'étais par ailleurs élue locale. Donc en fait, c'est un comité de Légion d'honneur qui attribue ces décorations. Et très souvent, il y a des gens qui se font blackbouler. Moi, je remplissais tout à fait les critères. Donc j'assume et je suis très fière d'avoir reçu la Légion d'honneur, que le président de la République me l'ait attribuée et qu'Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, me l'ait remis à ma demande. 200 personnes, vous dites, qui ont été invitées ? Oui, à peu près, oui. On n'a pas reçu l'invitation, nous, ça. Parce qu'on ne pas à l'époque, voilà. Pour la prochaine. Pour le grade supérieur. Parce que là, vous êtes quoi ? C'est chevalier, c'est ça ? Absolument. Voilà, et bientôt, ce sera officier, après, c'est ça. Bientôt, non, il y a un délai, et puis après, il faut que je fasse mes preuves, il faut que j'accomplisse de nouveaux mérites pour la République. Tenez-nous au courant, quand même, on a un agenda chargé, mais on sera là avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on poursuit ces infomédias avec la Cour des comptes qui épingle France Télévisions. Oui, le groupe du service public est dans une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles. Voilà, c'est comment a averti l'institution présidée par Pierre Moscovici. C'est un rapport qui a été publié hier. Alors, il y a un lourd déficit de 40 millions d'euros par an. Parmi des coûts importants, on peut citer des frais de taxi de l'ordre de 4 millions d'euros chaque année. Ça a beaucoup choqué. La Cour suggère d'accroître les synergies, vous savez, entre France 3 et les radios, ici, ex-France Bleu. Alors, dans un courrier qui a été envoyé par Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, eh bien, elle assure que son groupe va souscrire à l'ensemble des recommandations formulées et travaille déjà à sa mise en œuvre. Et il est par ailleurs rappelé que France Télé bénéficie chaque année d'une dotation publique de 2,5 milliards d'euros. Ça vous choque ce chiffre, 2,5 milliards d'euros ? Il y a plusieurs choses dans ce débat, en fait, et je pense qu'il ne faut pas être trop manichéen. D'abord, sur, par exemple, la question des taxis, en fait, ce n'est pas pour défendre France Télévisions, je n'ai pas d'amitié particulière, mais quand, en général, une chaîne a des invités, elle envoie des taxis pour amener ses invités. Si on part du principe qu'il y a peut-être 15 invités par jour et par chaîne, on arrive vite à une somme telle que celle-ci. Ceci étant, je pense que s'il y a autant de débats aujourd'hui sur France Télévisions, c'est parce qu'il y a une vraie interrogation sur la notion de service public. On est dans une période de restriction de budget de l'État. On voit que l'État a du mal à financer des services publics tels que l'école, l'armée, la sécurité, les hôpitaux, etc. Et que dans le même temps, le budget de l'État consacre des sommes importantes à un audiovisuel public dont on n'est pas toujours sûr de savoir si vraiment ça remplit une mission de service public d'intérêt général ou si c'est une chaîne et des chaînes de télévision et des chaînes de radio parmi d'autres. C'est cette question, à mon sens, qu'il faut trancher et qui tranchera la question des débats financiers. Oui, c'est vrai que la notion de service public est beaucoup remise en cause aussi depuis l'affaire Le Grand Cohen, vous savez, où on accuse aussi France Télévisions d'être partielle lorsqu'il s'agit de parler de politique. Est-ce que vous trouvez, comme beaucoup d'observateurs, que France Télévisions et les services publics en général penchent un peu trop à gauche ? Écoutez, moi, quand j'étais au gouvernement, je n'ai pas été particulièrement bien traitée par les médias de l'audiovisuel public. Donc, on peut d'un côté s'en réjouir et se dire on est en démocratie, ce n'est pas une chaîne d'État, donc ils ne font pas l'apologie du gouvernement, très bien. Maintenant, par exemple, quand tous les matins, je mettais France Inter et que j'entendais les humoristes de France Inter faire des plaisanteries graveleuses à mon endroit, extrêmement sexistes, si elles avaient été faites dans une émission de Pascal Praud, je pense qu'il y aurait eu des signalements à l'Arcom et que moi, j'étais en présence de mes filles et je devais leur expliquer le sens de dire Marlène Schiappa est passée sous le bureau pour devenir ministre. Haha, c'est tellement drôle. On faisait les mêmes blagues sur la voix de Cécile Duflot, on faisait les mêmes blagues sur Najat Vallaud-Belkacem, on fait les mêmes aujourd'hui sur Aurore Berger ou Prisca Thévenot.
si vous voulez, cette espèce de sexisme vis-à-vis des femmes en politique, il existe aussi dans l'audiovisuel public. Donc à un moment, si c'est un audiovisuel d'intérêt général, ce serait bien d'être un peu exemplaire, au moins sur ces sujets-là, qui sont théoriquement, qui font partie de la ligne normalement de ces radios-là. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont ces mêmes voix qui souvent pointent le sexisme également, mais ils s'en rendent coupables très souvent. Absolument. Eh bien Marlène Schiappa, vous êtes avec nous sur ce plateau parce que vous allez nous parler de la 5e saison des Traites. Vous êtes toujours en lice pour la victoire. On ne sait pas si vous allez gagner, attention. En tout cas, on en parle. Quel suspense. Alors, c'est diffusé tous les samedis en première partie de soirée sur M6. Et ce mardi, nous avons reçu à votre place la chanteuse Carla Lazzari. Carla Lazzari qui a été révélée dans The Voice Kids et qui a participé à l'Eurovision Junior. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Salut Marlène, c'est Carla. Je sais qu'on a participé toutes les deux à une émission qui s'appelle Les Traîtres. Comment as-tu vécu cette aventure? Est-ce que l'après n'a pas été trop difficile à gérer? Je te fais des gros bisous. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est une vraie difficulté, paraît-il, pour tous les candidats qui participent à cette émission. Si l'après est un peu compliqué, parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans un huis clos, vous dormez là-bas, vous devez manger seul dans votre chambre, vous n'avez pas le droit de sortir, la journée, vous n'avez pas votre téléphone. Donc moi, j'étais en vacances, j'avais posé des jours de congé par rapport à mon activité professionnelle, j'avais laissé ma famille. C'était un petit peu difficile et comme je le disais, vous ne savez pas à qui vous pouvez vous fier. Vous ne savez pas si vous êtes fait des amis ou pas, vous pouvez faire confiance à personne. Donc oui, en partant, j'ai eu besoin d'un petit moment de recentrage. Voilà, je n'ai pas donné de nouvelles tout de suite aux anciens candidats et je me suis un petit peu recentrée sur ma famille, mon travail, ma vie habituelle avant de reprendre contact. Et vous étiez enceinte, il faut le rappeler à ce moment-là. Ouais, Et vous l'aviez dit à la prod ou pas? Je l'avais dit à la prod. En fait, j'étais au tout début de ma grossesse. J'ai déjà fait des fausses couches dans le passé. Donc, j'avais peur que la grossesse n'aille pas à son terme. Et donc, j'avais demandé vraiment à la production. Je ne voulais pas me retrouver avec des articles ou des photos disant Marlène Schiappa est enceinte, etc. alors que je n'étais pas certaine de l'issue. J'avais beaucoup de médicaments à prendre. Il y avait une infirmière qui était adorable, qui venait me dépanner parfois le soir, la nuit, etc. Donc, j'avais quand même un rythme assez calé sur mes prises de médicaments. Et la production a été très, très sympa et bienveillante en ne le disant à personne, en préservant ce secret et en faisant aussi en sorte de me préserver par rapport à des épreuves physiques. Je leur avais dit, moi, je ne fais pas le saut à l'élastique, le catch, le combat debout, tout ça, je ne fais pas. Et même pour manger, non? Vous aviez un régime particulier? En fait, comme je ne voulais pas le dire aux autres, je ne bois jamais d'alcool. Donc ça, c'était facile pour moi de dire, je ne bois jamais d'alcool. Après, trucs pas cuits, tartare, fromage au lait cru, etc. C'était compliqué. Il a fallu jongler avec ça. C'était beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que le choc émotionnel que vous auriez pu recevoir aussi dans cette émission, parce que c'est très émotionnel, on le voit dans l'émission sur M6, beaucoup pleurent, d'ailleurs vous avez aussi versé quelques larmes, on va y revenir. C'est les hormones, voilà. Exactement, c'est ça. Vous étiez au début de votre grossesse quand même. Voilà. Est-ce que vous aviez aussi un peu peur que ça fragilise un peu votre grossesse, cette émission, de par les chocs émotionnels que vous pouviez recevoir? Honnêtement non, dans la mesure où au contraire c'était intéressant pour moi de sortir de mon univers habituel. Moi d'habitude je suis associée dans un cabinet de conseil en stratégie, donc je fais aussi de la stratégie en fait toute la journée. Je conseille des dirigeants, donc c'était une manière aussi d'appliquer non seulement les skills politiques, mais aussi ce que je fais dans mon métier aujourd'hui, en travaillant avec chacun sur son influence, sa manière de se créer des ambassadeurs, sur l'organisation de votes internes. Voilà, c'était intéressant et c'était bien pour moi de me transporter dans un autre univers aussi, de ne pas être uniquement concentrée sur ma grossesse et sur mes angoisses de future maman. Ouais, et il y a eu quand même, je pense, une petite angoisse. On l'a vu déjà au début de l'émission. C'est le départ de votre meilleure amie Anaïs et on vous voit à la table ronde, vous fondez en larmes. Je pense que c'est la première fois, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on vous voit pleurer à la télé. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous avez essayé de retenir vos larmes ou non à un moment? Oui, j'ai essayé, mais en fait, j'essaye toute la journée. C'est-à-dire qu'on commence à tourner à 7h et depuis 7h du matin, c'est une journée où vraiment les regards sont focus sur Anaïs et tout le monde pense qu'elle est traître. Et au début, je la défends en disant « mais non, pas du tout, elle m'a dit qu'elle était loyale, etc. » Et en fait, il y a quelques éléments qui m'amènent à douter, notamment sa non-défense et le fait que j'ai le sentiment qu'elle m'avoue à demi-mot qu'elle est traître, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, j'ai passé vraiment des montagnes russes émotionnelles, j'étais vraiment épuisée. Et en fait, je pense à un moment qu'elle est traître, sincèrement, je me fais berner moi-même. Et je me dis, bon, ma copine est traître, mais c'est pas grave, au moins ça veut dire qu'elle a eu un beau rôle dans le jeu, elle va beaucoup passer à l'antenne, je suis contente pour elle, c'est sympa, elle a dû s'amuser, être contente, etc.
Et au moment, et je me fais à son départ, d'une part, je suis triste de son départ, j'ai un peu ce truc de, je me sens seule, abandonnée, etc. Et en plus, je me sens un peu trahie, mais je me dis, c'est pas grave, c'est pour son bien. Et au moment où elle dit, en fait, j'étais loyale, je me dis, oh là là, j'ai douté de ma meilleure amie, alors qu'elle était loyale, je lui ai manqué quelque part. J'aurais dû lire dans sa mauvaise défense qu'en fait, elle disait la vérité. Et donc là, oui, la fatigue, je pense qu'à ce moment-là du tournage, il doit être en vrai 22h, 23h. Ah oui, il est très tard. On commence depuis 7h, voilà, avec le stress, les montagnes russes, on a des épreuves dans la journée, des candidats arrivent, d'autres partent. On n'a pas 2 minutes de tranquillité. Donc à ce moment-là, j'ai ça plus, en vrai, les hormones de début de grossesse où on est très sensible. Moi, je pleure devant les vidéos où il y a un militaire qui rentre et qui retrouve ses enfants sur Instagram. Ah oui, vous êtes un peu sensible. Ah oui, en ce moment, oui. Je suis là, genre, oh, c'est trop émouvant, il retrouve ses enfants. Bon, allez, il faut qu'on montre une vidéo de militaire qui retrouve ses enfants, si c'est possible. Et vous avez choisi de participer au Traître, c'est vrai, avec votre meilleur ami, mais c'est rare de venir accompagner dans cette émission, ça a déjà été le cas par le passé. Comment vous avez négocié ça auprès de la production? Ça a été une exigence de votre part? Non, c'est leur idée. En fait, on m'avait déjà proposé, j'avais décliné pour des questions essentiellement d'organisation et puis voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc, on avait continué à discuter. Et là, il me disait, voilà, on fait une nouvelle saison. Si cette fois, vous êtes partante, on peut vous proposer de venir avec quelqu'un. Alors, j'avais pensé dans un premier temps venir avec ma fille, mais qui avait son bac à ce moment-là. Ah oui. Et en plus, je ne l'ai jamais montré. Je n'ai jamais montré les photos de mes enfants. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 18 ans. Elle a 18 ans, donc elle peut. Ouais. Donc, ça aurait été un face reveal. Apparemment, ça s'appelle comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je vais faire un face reveal. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Ça aurait été drôle quand même, ce duo, finalement. Ouais, mais en fait, c'est un peu sur le... Enfin, je tiens tellement à mon lien mère-fille. Je suis très fusionnelle avec mes 2 filles. Et je ne prendrais pas le risque de faire quelque chose qui peut abîmer ce lien. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, et puis elle a passé son bac. Donc, voilà, il y a 2-3 priorités. Ouais, elle a mieux à faire. Ouais, exactement. Et donc, ils m'ont dit, mais venez avec une amie. Et j'ai pensé à Anaïs parce qu'elle est assez extravertie, c'est une vraie personnalité. Ouais. En plus, elle est vraiment, on le voit dans l'émission, elle est très, très gentille. Elle est très bisounours, elle fait confiance aux gens. Et je trouvais que c'était... et puis, elle connaît bien le monde de l'audiovisuel. Elle était agent d'acteur dans le passé. Donc, voilà, je trouvais que c'était sympa. Vous vous êtes rencontrés où avec Anaïs? On s'est rencontrés dans des réseaux de mamans, parce que moi, j'ai présidé pendant 10 ans une association qui s'appelait Maman Travail. Et elle avait créé une fédération, la Fédération française des baby planners. Beaucoup d'anglicisme dans cette émission. C'est un face voilà, c'est un face reveal, c'est un job reveal. Voilà, donc on s'était rencontrés dans ce cadre-là. Il y a peut-être, nos enfants étaient petits, donc 17 ans, quelque chose comme ça. Ça vous a rapproché. Est-ce que vous regardiez cette émission avant d'y participer? Vous étiez une grande fan des Traîtres? Non, pas du tout. J'ai regardé, en fait, quand on m'a proposé, j'ai commencé à regarder quelques saisons et j'avoue que c'est assez addictif, en fait. En vrai, quand on commence à regarder quelques épisodes, on a envie de savoir qui va tromper qui. Le fait que ce soit des personnalités, en plus, qu'on connaît pour la plupart, on se demande qui va réussir à manipuler. Mais qu'on n'attend pas forcément dans ce type d'exercice. C'est en ça que cette émission est très efficace, c'est qu'on a un casting qui est quand même assez original. Laurent Ruquier, l'année dernière, c'était très étonnant. Avec son chéri, Jean Castex, pour citer une autre personnalité politique. Jean Lassalle. Jean Castex, c'est peut-être la prochaine saison. C'est ça, oui, c'est vrai. Vous avez une info qu'on n'a pas. Mais dans ces cas-là, il faut nous la donner. J'aimerais bien, ce serait drôle. Ce serait drôle. J'adorerais voir Jean Castex. Ah ouais, c'est vrai que c'est une super idée. Et à votre arrivée, vous vouliez un rôle particulier, loyal, traître? Oui, je voulais être loyale. Ouais, je l'ai dit à Eric Antoine dès le début. Ah oui. J'avais envie, pour moi, c'était plus confortable. 2, je voulais vraiment montrer qu'on peut avoir fait de la politique et gagner, ou en tout cas aller le plus loin possible, tout en étant loyal, en déjouant les stratégies de manipulation. Et voilà, j'aimais... En fait, le débat public cristallise énormément de choses sur les responsables politiques, qui sont en fait des gens qui s'engagent pour l'intérêt général et pour défendre leurs convictions. C'est pas vrai que c'est un endroit où vous devenez riche, la politique. Vous devenez beaucoup plus riche si vous faites une carrière dans le monde de l'entreprise, dans le privé, etc. Donc en fait, cette espèce de soupçon permanent vis-à-vis des responsables politiques m'agace un peu. Et j'avais envie de montrer aussi qu'on peut être loyal, dire la vérité et néanmoins aller le plus loin possible. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui n'est pas tendre du tout avec vous dans cette émission. Vous savez de qui je vais parler, c'est Frédéric Bell. Frédéric Bell, sincèrement, franchement, elle est d'une violence inouïe. Alors avec vous, avec d'autres également, elle a le goût du sang, très clairement. Frédéric Bell, c'est incroyable. Anaïs ne sert à rien. Marlène, j'ai envie de lui mettre des claques. Franchement, voilà, la langue de bois, elle connaît pas non plus. C'était votre meilleure ennemie dans cette aventure? Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Frédéric et Anaïs, elles sont copines dans la vie. C'est pas vrai. On croirait pas. On croirait pas. Elles sont voisines, elles se connaissent depuis très longtemps. Et puis voilà, elles évoluent un peu dans des sphères amicales communes.
je ne sais pas si elles étaient très très proches, mais en tout cas, elles sont copines, elles se voient de temps en temps. Et Frédéric, en fait, c'est incroyable parce que quand la caméra est éteinte, c'est vraiment une crème, elle est adorable. Elle est trop mignonne, elle vous amène à boire et tout. Et dès que la caméra se lance, en fait, c'est une actrice, quoi. Donc elle prend son rôle, c'est une autre femme. Et là, elle devient la méchante, piquante, voyante. Et voilà, et c'est son rôle, c'est un peu ça qu'elle a fait la saison précédente. Voilà, donc vous verrez par la suite si ça lui porte bonheur de s'attaquer à moi ou pas. Elle a ce talent effectivement de jouer la comédienne et vraiment de prendre cette émission avec beaucoup de recul. Est-ce que c'est le cas de tous les candidats? Parce qu'on a vu quelques altercations dans cette émission, je pense notamment à une discussion entre Frédéric Bell et Sylvie Tellier. On a l'impression que Frédéric Bell effectivement est dans un rôle, mais que Sylvie Tellier prend vraiment à cœur. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui sont comédiens, acteurs, et ceux qui ne le sont pas. On a beau se dire je sais mentir, je pourrais jouer la comédie ou je suis habituée aux médias. En fait, c'est pas la même chose d'endosser un rôle et de se dire voilà, je prends ce rôle et je le joue, je l'incarne, etc. Et c'était sa manière. En fait, moi, ma manière d'enquêter, c'était vraiment l'observation. Et de confronter les uns les autres et de penser contre moi-même. Je dis souvent, d'ailleurs, quand on déjoue Camille, c'est parce qu'au début, le matin, au petit déjeuner, je dis moi, je pense que Camille est traître et vous avez une journée pour me montrer le contraire. Que tous ceux qui pensent que Camille est loyale viennent me voir aujourd'hui et me montrent que je me trompe. Montrez-moi que je me trompe. C'était ma manière d'enquêter. La manière d'enquêter de Fred, c'était aller accuser. D'ailleurs, on voit qu'elle accuse même Marcus, donc elle est hyper proche, elle hallucine. Je dis, Marcus, je sais que tu es traître. Il fait, non, chérie, pas du tout. C'est pire que ça, dit, Marcus, je suis voyante, donc je sais, tu es traître. Ma chérie, tu vois mal. Oui, non, c'était... En fait, elle utilisait des arguments d'autorité un peu fallacieux, en disant, les murs du château me parlent, je suis voyante, je l'ai fait l'année dernière. Et en fait, moi, j'ai refusé de rentrer dans des clashs avec elle, c'est-à-dire sachant comment marche un peu la scénarisation de la télé. 2-3 fois, quand elle arrive, elle essaye de me piquer. Et je lui dis d'ailleurs, à un moment, je ne sais plus si c'est diffusé, mais je dis, Fred, je ne serai pas ton ennemi, en fait. Je ne jouerai pas le rôle de la personne qui est ton ennemi juré et qui se clash avec toi. Du coup, elle est partie clasher Sylvie. Une autre cible. Voilà, alors que Sylvie jouait hyper bien. Elle était très lucide. Dès qu'elle est arrivée, elle avait de très bonnes intuitions. Et vous parliez de la scénarisation de l'émission. Est-ce que vous étiez contente du montage final? J'imagine que vous regardez toutes les semaines, peut-être en famille. Alors, pour être très honnête, je ne regarde pas. Ah, vous ne regardez pas? Pardon, M6. Mais qu'est-ce que vous faites le samedi soir, Marlène? En fait, je déteste me voir à la télé, je ne me regardais jamais. Ça a dû être compliqué ces dernières années. On vous voyait souvent. Oui, mais je faisais beaucoup de directs. Donc en fait, pendant que j'étais à la télé, j'étais pas chez moi. Les émissions montées, je les regardais pas. J'en ai regardé une fois. J'avais été une émission du samedi soir. C'était Ruquier à l'époque ou Léa Salamé, je sais plus. On n'est pas couché peut-être. Et donc je l'avais regardé avec des amis, etc. Mais j'aime pas du tout me voir à la télé. Et en fait, je passe tellement de temps à tourner. Enfin, je pense que je passe plus à la télé que je la regarde. Et pardon, c'est très snob cette phrase. Je suis en train de m'en rendre compte. On respecte. Voilà, mais non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je rentre tard, j'ai souvent des dîners de travail. Et sinon, quand je suis en famille, je préfère dîner, cuisiner, jouer aux cartes, écouter de la musique, aller chez des amis. Donc, je regarde pas, mais ça m'évite aussi de m'énerver sur le montage. En fait, j'ai pas envie d'imposer justement à mes amis ou ma famille le fait de regarder très et de dire « Mais non, mais là, j'ai pas dit ça, pourquoi ils me font dire ça ?» Voilà, j'ai envie de rester calme, je préserve ma santé mentale. Et on me fait des débriefs. Ma mère m'envoie des textos tous les samedis soirs. Au début, elle me dit par exemple « Frédéric, je la déteste !» Et moi, je suis là, genre, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, on me débriefe. Anaïs me faisait des petites vidéos, elle filmait sa télé en me disant, regarde, là, tu dis ça, mais ils n'ont pas passé quand tu dis ça, mais ils ont passé quand tu dis ça. Voilà, donc c'est assez drôle. Et on échange beaucoup avec les autres candidats. Voilà, avec Christine Bravo, Théo. Et d'ailleurs, on parlait de vos filles. Quel regard elles portent sur votre notoriété parce qu'elles étaient à l'école, j'imagine, quand vous êtes apparues au grand public il y a quelques années dans le gouvernement. Comment elles ont vécu ça? Ça n'a pas été trop difficile? Honnêtement, c'est un peu, mais moi j'ai grandi dans une cité, je leur disais toujours, vous pouvez pas vous plaindre d'être fille de ministre, en fait, c'est pas une condition qui permette de se plaindre, mais en fait, à la réflexion, je pense qu'il y a aussi des difficultés qui sont propres, et c'est pas parce qu'on rencontre pas de difficultés matérielles stricto sensus que c'est facile. On a dû déménager en 24 heures à plusieurs reprises, on a eu ma maison qui a été envahie de nuit par des gilets jaunes qui venaient en disant... Des menaces de mort, etc., en présence de mes filles. Elles ont vécu quand même quelques événements un peu traumatisants. Et la médiatisation, alors elle ne porte pas mon nom, etc., mais c'est vrai que notamment les profs n'ont pas toujours été très sympas avec ma fille aînée, en lui faisant porter des convictions qui ne sont pas nécessairement les siennes, et en passant par elle pour
pour me piquer, ce qui n'est pas très sympathique. Et vous avez eu l'occasion de vous en émouvoir de cette situation auprès de vos profs? Oui, quand vraiment c'est allé trop loin, je l'ai fait. Mais en fait, vous savez, mais vous le savez très bien parce que vous êtes dans ces milieux, mais quand on est un peu, on passe à la télé, qu'on a un peu de notoriété, quel que soit ce qu'on fait, c'est comme si on était un peu un bien public pour les gens. Les gens dans la rue, ils vous prennent en photo à 20 cm, ils ne vous demandent pas l'autorisation. Et puis ils jugent vos choix aussi, ils jugent ce que vous faites. Ils vous commentent. Parfois dans les bars, j'ai envie de dire, je suis un maître, je vous entends en fait. C'est elle? Non, c'est pas moi. On dit souvent que je ressemble à Marlène Schiappa. Mais je dis souvent, je suis sa cousine, je lui ressemble beaucoup. Voilà, laissez-moi. Et d'ailleurs, une fois, j'ai acheté quelque chose et il me dit, vous ressemblez beaucoup à Marlène Schiappa. Je lui dis, non, pas du tout, c'est une cousine. Il me dit, heureusement, parce que vous avez l'air beaucoup plus sympa. J'étais là, oui, moi non plus, je peux pas l'avoir. Alors, vous l'avez dit, vous avez 2 filles, donc un 3e bébé va arriver. C'est pour quand? C'est dans pas longtemps? Là, soon to be. Là, on a des grands vinyles derrière la caméra. Très bien. Damien a des notions de sage-femme. Oui, des notions. Des notions. C'est un garçon, c'est une fille? Je garde la surprise pour l'instant. Mais vous le savez, vous? Oui, vous ne le dites pas au reste du monde. Exactement. Et on voulait aussi aborder votre dernière activité à la télé en ce moment, c'est que vous avez rejoint Tout Beau Tout Neuf, l'émission de Cyril Hanouna sur W9, diffusée chaque jour à 18h45. Chroniqueuse, aujourd'hui, c'est vraiment le métier que vous avez envie de faire? Non, mais d'ailleurs, c'est pas mon métier. J'ai un vrai métier, je me lève le matin, je vais à l'agence, je suis associée de l'agence Tilder, je vous le disais, on conseille des dirigeants. C'est passionnant parce que on accompagne des patrons d'entreprise ou des leaders dans leur stratégie d'influence, de communication, parfois d'affaires publiques, de liens avec le monde politique. Donc, ce sont des métiers qui sont absolument passionnants. Et effectivement, de temps en temps, je fais des incursions à la télévision, comme c'est le cas là. Je préside aussi une ONG qui s'appelle Active. On a fait hier notre grand dîner avec 100 femmes dirigeantes. Women Next 40. Le Next Women 40, absolument. On veut propulser des femmes à la tête du CAC 40. Aujourd'hui, il n'y a que 4 femmes patronnes du CAC 40, 36 hommes. C'est quand même très, très déséquilibré. Le World Economic Forum a calculé qu'on va atteindre l'égalité femmes-hommes dans le monde économique en l'an 2234. C'est très long. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, regardez, il y a des femmes dirigeantes en France très performantes, elles existent, on les met en lumière dans l'espoir qu'elles soient nommées et qu'elles occupent ces fonctions-là. Et rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette interview, la politique, vous y reviendrez un jour? Je suis élue régionale toujours, à l'heure actuelle. En Ile-de-France. Voilà, je suis au bureau exécutif de mon parti. Donc je continue à avoir un engagement politique citoyen, mais à distance du gouvernement. Et le Conseil des ministres vous manque? Pas du tout. Alors pour moi, c'était très difficile, le Conseil des ministres. Vous laissez votre téléphone, vous êtes des heures entières assis. Vous n'avez pas le téléphone? Non. J'ai beaucoup de mal à rester assise, immobile, avec quelque chose de très protocolaire, très normé. Je n'ai jamais aimé les conseils des ministres. Moi, j'aimais le terrain, l'action concrète, faire avancer les choses, pas les grandes réunions qui sont interminables. Si Sébastien Lecornu vous rappelle pour le prochain gouvernement, vous y allez ou pas? Non, je n'irai pas, mais je pense qu'il ne me rappellera pas parce que je pense qu'il a besoin de gens qui sont très politisés et dans l'arène parlementaire. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais lui. Et en tout cas, moi, j'étais ravie de la nomination de Sébastien Lecornu. Je pense que ce sera un très bon Premier ministre. J'ai tout à fait confiance. Il est madré, il connaît bien les arcanes politiques. Donc, j'ai confiance dans lui pour prendre toutes les décisions dont on a besoin. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Les Traîtres, c'est ce samedi sur M6 en première partie de soirée. Merci d'avoir été notre invité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous.